activités mémorielles et scientifiques. Et aujourd'hui, plus particulièrement la FMA, parce que c'est grâce à cette association que j'ai pu accéder à vos références mail et téléphoniques. Bon, est-il besoin de vous présenter comme je pouvais le faire? Je vais quand même tenter de le faire sur quelques informations qui me paraissaient être importantes et en lien avec la thématique qui est la nôtre ce soir. Donc Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre. Si jamais je me trompe, monsieur Cyrulnik, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ethnologue et psychanalyste français. Connu notamment pour ses ouvrages sur le concept de résilience. Et c'est un concept... Je ne suis pas psychanalyste, mais ça ne fait rien. Alors, vous direz à France Culture qu'ils se sont trompés. Oui, absolument. Hein? Même pas un petit peu? Même pas un petit peu psychanalyste? Alors, je fais comme tout le monde une psychanalyse. Oui. Oui. Donc, pas certifié, en tous les cas. Pour ces ouvrages sur le concept de résilience, dont on entend parler bien souvent, et pas forcément dans les meilleures qualifications et caractérisations de ce concept, bien complexe au demeurant. En tous les cas, la définition que j'ai trouvée, c'est renaître de sa souffrance. Et vous nous direz, en tous les cas, vous développerez cette question-là plus tard, qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Boris Cyrulnik, vous-même enfant caché, échappant par votre seul courage d'enfant de 6 ans, peut-on parler de courage? À la rafle du 10 janvier 1944 à Bordeaux, orphelin de parents assassinés à Auschwitz, ce récit que vous racontez dans Sauve-toi, la vie t'appelle, dans lequel, comme dans une enquête policière, vous restituez la réalité des faits longtemps arrangés dans vos souvenirs. Vérité et mémoire traumatique, c'est un titre qui questionne. Et le sujet que vous proposez de développer, le sujet même, vient nous interroger. En quoi le souvenir d'un événement peut ne pas être vrai dans la restitution que l'on peut en faire et se faire? C'est justement parce qu'il y a trauma. De quoi est faite cette vérité et mémoire traumatique individuelle? De souvenirs précis, flous? Sur quel aménagement psychique se construit-elle? Pour qui et pourquoi? Et comment en faire quelque chose? Pour qui et pourquoi? À l'heure de la disparition des derniers témoins, c'est un sujet qui est largement évoqué, souvent évoqué dans les conférences. Nous sommes tous porteurs d'une mémoire collective dans un récit partagé. Mais alors, de quoi celle-ci est-elle faite? D'une part des autres et sans doute d'une part de soi. Et ensuite, en quoi cette mémoire collective, dont on peut se faire l'ambassadeur, est-elle si importante dans une prise de conscience et un acte politique? Dans la nouvelle exposition présentée depuis le 9 décembre au sein du Mémorial des déportations, Résistant une génération oubliée, se trouve le portrait d'une personne raflée durant le Veldiv et rescapée d'Auschwitz, Eva Tischauer, qui dit « Auschwitz a été le tournant de ma vie, la fin de ma jeunesse et de mes illusions. Ce vécu d'inhumanité et d'humanité, d'atrocité et de dépassement de soi, de haine et d'amour m'a conduite à me jurer à moi-même qu'en cas de survie, je consacrerai ma renaissance à me montrer digne de ma déportation. » Digne de ma déportation. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous connaissez les événements tragiques et singuliers qu'a connu Marseille en janvier 1943, on vient de l'évoquer ensemble. La première grande rafle de familles juives françaises, l'évacuation, la destruction de ces vieux quartiers historiques et la déportation des soi-disant dits suspects. Aujourd'hui, ils sont l'objet d'une souffrance légitime, revendiquée et d'une demande de réparation. Réparation de qui et par qui? Après la période de déni d'après-guerre, le virage des années 80, avec la prise de parole des victimes longtemps silencieuses dans l'espace privé et public, et leur disparition aujourd'hui, une autre question souvent évoquée, celle de l'enjeu de la disparition des témoignages directs dans l'enseignement d'une histoire génocidaire et totalitaire. Je terminerai pour juste donner en tout cas une ligne de pensée par la réponse d'Annette Vivorca à ce sujet. Je ne crois pas que l'enseignement, si on pense aux cours d'histoire, soit radicalement changé par la disparition de nos grands témoins. La leçon d'histoire ne s'inspire pas des témoignages, même si parfois elle les intègre. Elle ne se préoccupe pas seulement des effets de l'histoire sur les individus, mais cherche à expliquer comment les événements se sont déroulés. Et le survivant n'a pas de lumière particulière sur la question. Donc c'est la question effectivement du traumatisme, mais la question aussi de ces témoignages et de la place de ces témoignages dans la compréhension
de l'histoire et des processus qui sont à l'œuvre durant, en tous les cas, cette période qui est mon sujet de travail. Merci, Monsieur Cyrulnik. C'est moi qui vous remercie de me présenter avec tant d'indulgence. Ravi d'être avec vous. Je viens de Toulon, j'ai mis 45 minutes pour trouver Marseille et 1 heure pour trouver le parking. Mais avec un peu de constance, on y arrive. Alors, merci. Le problème a été clairement posé. C'est que je propose de distinguer la trace et le souvenir. La trace, quand on a un événement traumatisant, je définirai tout à l'heure l'événement traumatisant, ça s'inscrit dans notre cerveau et on n'en a pas forcément conscience. Je reprendrai ça tout à l'heure. Alors que le souvenir, c'est pratiquement intentionnel. On va chercher dans son passé les images et les mots qu'on va agencer pour les adresser à quelqu'un ou à une culture. Donc c'est très différent, c'est que la trace est imprégnée biologiquement dans notre cerveau et ça explique certaines difficultés. Des déportés, ça on peut comprendre, mais des descendants de déportés, les enfants, première génération, deuxième génération, on va en parler. Et puis le souvenir, il dépend de ce que je vais chercher, mais ce que je vais chercher dans mon passé dépend de mon contexte familial, amical et culturel. Je n'irai pas chercher dans mon souvenir les mêmes souvenirs si je suis dans un contexte social, culturel, comme la France de l'après-guerre, où on m'a fait taire, dont je ne pouvais pas chercher des souvenirs puisque les gens riaient. Vous avez bien entendu, les gens riaient. Donc je ne pouvais pas raconter ce qui m'était arrivé, mais j'y pensais tout le temps. Donc j'étais clivé, c'est-à-dire que en termes de psychanalyse, parce que je ne suis pas un vrai psychanalyste. J'ai fait une formation, mais je n'ai pas été jusqu'au bout du cursus. Voilà pourquoi je ne me présente pas comme psychanalyste, même si j'ai l'impression, la prétention d'avoir 2 ou 3 idées. Mais ça veut dire que dans le contexte d'après-guerre, il était impossible d'en parler à cause du déni culturel. Ce que j'ai entendu, c'est « Où vas-tu chercher tout ça ?» Je vais le chercher dans ma mémoire, dans mon passé. Tu inventes de belles histoires, parce que mon arrestation, la disparition de ma famille, mon évasion sous le corps d'une dame qui était en train de mourir, je me suis caché sous elle, c'était des belles histoires. Et puis j'ai entendu aussi dire si ta famille est morte à Auschwitz, c'est sûrement qu'ils avaient commis de bien grands péchés. Donc, allez parler, allez vous exprimer, allez raconter votre histoire quand autour de vous, vous entendez des choses pareilles. Et puis, la culture a changé. En 80, on va dire pour faire un schéma, en 85. En 85, il y a eu le film Shoah de Lanzmann, qui a été une intervention culturelle où les gens, tout d'un coup, ont découvert un récit qui était en nous, mais qui n'était pas partagé, ce qui fait que psychologiquement, on était clivés. Je ne pouvais dire que ce que vous étiez capable d'entendre. Tout le reste ruminait au fond de moi. C'était un chemin vers le syndrome psychotraumatique. Ce n'était pas un vrai syndrome psychotraumatique, mais une partie de moi riait, travaillait, faisait le pitre, et une autre partie de moi souffrait sans dire un mot. C'est la définition du clivage qui m'était imposée par la société, par le contexte, un peu familial, même si dans ma famille, il me restait 2 membres de ma famille. Sur 30 immigrés, il restait 2 personnes. Et le clivage, il était surtout culturel, c'est-à-dire qu'il était impossible de réfléchir à ce problème et d'en parler comme on le fait depuis 1985. Or, Primo Levi, qui a joué un rôle aussi important, écrit « J'écris ce que je ne peux pas dire ». Il a publié son témoignage en 1946. 10 maisons d'édition l'ont refusé.
une maison d'édition a fini par l'accepter et il a fait 700 exemplaires, c'est-à-dire ses copains ou le hasard des achats. En 1985, Lanzmann modifie la culture avec un film qui est passé à la télé plusieurs fois et qui a provoqué énormément de débats, 40 ans après, qui a provoqué énormément de débats. À ce moment-là, les Français, la France s'est mise à poser, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, Paxton, un historien américain, lui ainsi travaillé sur le gouvernement de Vichy, qui lui aussi était bien mis à l'écart, ce qu'on peut comprendre, parce que la France il fallait la reconstruire. Et pour reconstruire la France, dans mon souvenir d'enfant, dans les années d'après-guerre, il y avait une très grande gaieté. C'est-à-dire qu'il y avait des ruines. J'habitais près de la porte Clignancourt à Paris. J'ai vu des ouvriers sortir des planches avec la chemise blanche et la cravate pour aller travailler. Et dans ces conditions sociales très difficiles, les ouvriers avaient gardé leur dignité et ils allaient travailler en chemise blanche et cravate. Et donc ils avaient besoin de nous faire taire de façon à pouvoir mettre en place un projet gai. Et les années 50 étaient très gaies. Il y avait de la musique dans les rues, il n'y avait pas de voiture. J'ai joué au football dans les rues de Paris parce qu'il y avait sur un match d'une heure à peu près, il y avait une ou deux voitures qui passaient. Donc on pouvait jouer au football dans les rues de Paris, mais en échange, il y avait des orchestres partout, il y avait des gens chanter. La CGT demandait aux ouvriers de faire des heures supplémentaires le soir et de travailler le samedi et le dimanche gratuitement. La CGT 1950, demandait ça. Il y avait un optimisme incroyable, mais cet optimisme s'associait, arrêtez avec vos histoires affreuses, on ne veut plus entendre parler de tout ça, qu'est-ce que vous racontez, où allez-vous chercher? C'est des phrases que j'entends. Alors une phrase qui m'avait beaucoup choqué, arrête de te plaindre, nous aussi on n'avait pas de beurre. Je vous promets que j'ai entendu cette phrase. C'est-à-dire que les gens mettaient sur le même plan la souffrance, on n'avait pas de beurre, et ta famille a disparu, tu as été condamné à mort à 6 ans et demi, et tu as eu une enfance saccagée. C'était mis sur le même plan. Donc c'était difficile de parler dans ces conditions. Donc voilà un petit peu le témoignage. Alors j'ai écrit La vie t'appelle, qui n'est pas une autobiographie. Comme vous l'avez dit tout à l'instant, c'était une enquête sur mon passé, une enquête sociale sur le contraste entre ce qui était dans ma mémoire, j'ai essayé de ne pas mentir, et ce que j'allais vérifier en retournant sur le terrain ou en retrouvant beaucoup de gens qui avaient subi les mêmes événements, qui étaient à côté de moi au moment des mêmes événements. Et là, donc c'est pas du tout une autobiographie, et j'ai pas dit un mot sur ma femme, mes enfants, il n'y a pas un mot, j'ai pas dit un mot sur mes proches, j'ai pas dit un mot sur mes fantasmes, rien. Donc c'est vraiment pas une autobiographie, c'est une enquête sur la mémoire. Qu'est-ce qui est dans ma mémoire et qu'est-ce qui est vérifié, confirmé ou infirmé, les deux. Et les deux sont confirmés parce que la mémoire traumatique est ainsi faite que le centre du trauma est gravé au geste près, au mot près, à la couleur près dans ma mémoire. Parce qu'il y avait une valeur adaptative, on était fasciné, c'était la mort, hein, j'entendais, c'était clairement dit, hein, on va le tuer, c'était clairement dit, on va le tuer parce que la dame chez qui j'ai été arrêté, quand j'ai été arrêté par la Gestapo française, ça aussi il y a eu un déni. Quand je disais j'ai été arrêté par la Gestapo française, non, c'était l'armée allemande. Non, c'était les Français. Non, tu étais trop petit pour comprendre. Tiens, mon œil, c'est moi qui avais raison. C'était la Gestapo française qui m'a arrêté et les gens ne voulaient pas l'entendre. Ils avaient besoin d'idées claires. Donc les Français étaient vertueux, les Allemands étaient méchants. Et cette pensée simple arrête la pensée, parce que le réel est bien plus complexe que ça. Alors,
Quand j'ai fait cette enquête, j'ai retrouvé des choses gravées dans ma mémoire au détail près. Exactement ce qui était dans ma mémoire. Et puis en même temps, j'ai retrouvé des choses qui étaient dans ma mémoire et qui ne pouvaient pas être dans le réel. En même temps, c'est des choses que j'avais recomposées. Sincèrement, je disais ce qui était dans ma mémoire. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai sincèrement cru, je me suis caché sous le plafond des toilettes pendant qu'on vidait la synagogue de Bordeaux qui était transformée en prison, et la Gestapo et les soldats allemands ont ouvert la porte et aucun n'a pensé à regarder en l'air. Il y avait un petit garçon de 6 ans qui était coincé en l'air, où j'avais réussi à grimper et à me coincer en l'air. Et puis quand j'ai entendu le silence, je suis descendu et je suis sorti. Et en sortant, j'aurais pas été loin. À 6 ans et demi, il y avait des barrages, l'armée, les camions, les cars, j'aurais pas été loin. Et à ce moment-là, Madame Descoubès, une infirmière de la Croix-Rouge, m'a fait signe et dans ma mémoire, j'ai dévalé l'escalier. C'était clair, c'était indiscutable. J'ai couru dans l'escalier. Elle m'a fait signe de plonger sous Madame Blanchet. Je dis leur nom parce que je les ai retrouvés. Elle m'a fait signe de plonger sous Madame Blanchet, qui était une républicaine espagnole qui avait fui l'Espagne parce qu'elle était antifranquiste et qui avait été arrêtée à Bordeaux parce qu'elle était juive. Et elle avait reçu des coups de crosse et elle était en train de mourir. Et j'ai plongé sous elle et l'ambulance est partie. Et sur les 1400 juifs arrêtés, il y a eu 2 survivants, Madame Blanchet et moi. Mais ça veut dire que alors il y avait un mélange de détails hyper précis. Et puis dans ma mémoire, je dégringolais les escaliers. Et quand je suis retourné à la synagogue de Bordeaux, stupeur, il y avait 2 marches. Alors, et pourtant, sincèrement, dans ma mémoire, je me suis dit, mais comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que j'avais fait une association de plusieurs sources de mémoire, comme on le fait tous, hein. On le fait tout. Une mémoire imprégnée, rigide, fixe, comme gravée, et une mémoire recomposée tout autour. La mémoire imprégnée, elle a une fonction de survie. Il faut faire attention, il faut être vigilant. L'émotion fixe la mémoire, et le contexte est flou. Et c'est là qu'on remanie, non pas le fait il est fait, mais on remanie la représentation du fait. Donc quand on raconte ce qui nous est arrivé, il y a un mélange de mémoire hyper précise, entourée de mémoire recomposée, qui n'est pas un mensonge, mais qui est une autre source de mémoire. Parce que cette source de cette mémoire d'escalier que je dégringolais, elle est vraie. Sauf que c'est la mémoire du cuirassé Potemkin, où on voit le berceau de l'enfant dégringoler les marches, et on sait qu'il va mourir. Et on voit qu'il va de plus en plus vite, et c'est ce que je ressentais. Et quand j'ai vu plus tard le cuirassé Potemkin, cette image correspondait avec ce que j'avais senti quand je m'étais enfui, mais sauf que y avait 2 marches dans le réel, et dans ma mémoire, c'était le cuirassé Potemkin. Donc ce n'était pas un mensonge, c'était la convergence de 2 sources de mémoire pour faire un souvenir. Alors l'idée que je vous propose, c'est que la trace n'est pas le souvenir. Non, la trace, c'est ce qui... On n'en prend pas forcément conscience. Alors, à moi, Freud, hein, alors là, s'il y a des psychanalystes dans la salle, il faut faire attention, il y a toujours des psychanalystes dans la salle. Et donc là, à moi, Freud était neurologue, il n'a jamais été psychiatre ni psychologue, hein, il était neurologue toute sa vie. Et effectivement, quand il y a une émotion forte, ça s'imprègne, et maintenant avec la neuroimagerie, on voit en photographie les traces de la mémoire. Alors les Américains disent circuitry, nous en France on dit plutôt câblage, moi je dis le cerveau est pétri, circuité
Freud disait frayé, donc c'était pas loin, hein. Il n'avait pas de neuroimagerie, mais c'était bien senti, il était neurologue, et circuité par le milieu. Vous avez bien entendu, notre cerveau est pétri, circuité par le milieu. C'est-à-dire que ce qu'on croit alors venir du fond de nous a été mis au fond de nous par une empreinte venue de l'extérieur. Et quand j'ai travaillé avec les enfants abandonnés en Roumanie, c'était évident. Ces enfants abandonnés n'avaient aucune mémoire parce qu'il n'y avait pas d'altérité, il n'y avait pas de relation. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils aient une mémoire? Il n'y avait rien à mettre en mémoire, il n'y avait pas d'autre. Donc il n'y a rien à mettre en mémoire. Et surtout, quand ensuite d'autres chercheurs ont demandé des neuroimageries, ils ont vu que tous ces enfants avaient une atrophie des deux lobes préfrontaux et une atrophie du circuit limbique qui est le socle neurologique des émotions et de la mémoire. Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire. Donc, d'où les écrans on se met en pyjama devant un écran, on n'a pas d'émotion, le prof ne va pas nous surveiller, on n'apprend rien. Mais on est en pyjama, on est bien. Alors, donc, ça c'est la trace. Et puis, cette trace, et puis il y a le souvenir. Je m'explique bien, la trace s'imprègne en nous biologiquement à notre insu. On ne sait pas qu'on a reçu une trace, et pourtant, c'est elle qui agit au fond de nous, à moi Freud. Et puis le souvenir, je vais chercher intentionnellement dans mon passé les images et les mots que je vais agencer pour en faire un récit que je vais adresser à un autre, s'il y a un autre. S'il n'y a pas d'altérité, si on me fait taire, je vais rester coupé en deux. Je ne vais dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Et là, je suis clivé. Or, avec Joe Kasperstein, qui maintenant travaille en Allemagne, on a fait une enquête à la Commission centrale de l'enfance, où j'ai été quand j'étais enfant, sur les enfants de ceux qui ont survécu à la Shoah. Et en France, on dit beaucoup que beaucoup de juifs français ont échappé à la Shoah, et ils ont été, c'est vrai, moins massacrés que les juifs roumains, que les juifs hongrois ou les juifs hollandais. Plus de 90% d'entre eux ont disparu en quelques mois. Donc c'est vrai que c'est en France qu'il y a eu le moins de juifs persécutés. Ils ont été protégés par les justes, c'est vrai, merci les justes, c'est mon cas. Mais il faut dire aussi que l'œuvre de secours des enfants, il y avait une maison à Saint-Raphaël, Lauzet, a joué un très grand rôle dans le sauvetage d'un grand nombre d'enfants juifs, et que c'est peut-être qu'ils ont participé, je ne veux pas dire du mal des justes, hein, merci les justes, mais il y avait aussi l'œuvre de secours des enfants et des juifs organisés sous forme de résistance non armée qui ont protégé un très grand nombre de juifs. Et puis, surprise aussi, le fait qu'il y a eu la France libre, surprise, le fait que Franco et Salazar n'aient pas été antisémites fait que beaucoup de juifs ont pu rejoindre l'Amérique du Sud, plus que l'Amérique du Nord, et très peu Israël, contrairement à ce que j'entends dans la presse aujourd'hui. C'est surtout l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord les juifs ont pu traverser l'Espagne et partir du Portugal. Donc là, si je dis ça, c'est pour dire aussi que ce que je viens de dire de la mémoire privée, c'est vrai aussi de la mémoire publique. Tout dépend du récit que notre culture fait. Quand Primo Levi a fait 700 exemplaires en 1946 ou 1947, quand la culture a été intéressée par le problème du génocide, en 1985, pour faire un schéma, 40 ans après, eh bien, à ce moment-là, les livres de Primo Levi ont été mis en lumière, ont été traduits dans je ne sais pas combien de pays, et dans chaque pays faisait 200 000 exemplaires. Ils devenaient source de débat. Et Primo Levi écrit clairement « J'écris ce que je ne peux pas dire ». Quand on est clivé, on a toujours la possibilité de s'exprimer par l'écriture, mais beaucoup de manuscrits restent dans les tiroirs, donc ils ne sont pas partagés. Alors qu'en revanche, quand la culture accepte ces manuscrits, ces films, les guichets du Louvre, il y a eu Schwarzbach, Le Dernier des Justes, c'est des livres qui ont beaucoup intéressé
et qui ont intéressé la culture et qui l'ont rendue sensible. Mais dans les familles, pas un mot. Pourquoi pas un mot? Parce que c'était trop dur à dire et c'était trop dur à entendre. C'est pour ça que les survivants ont si peu parlé. Alors j'ai été médecin au chantier de la Seine pendant très longtemps. Et au chantier de la Seine, il y avait des juifs et il y avait beaucoup de communistes qui ont été courageux pendant la guerre, qui ont été fortement résistants pendant la guerre. Et ces communistes étaient fiers d'avoir résisté. Ils méritaient cette fierté. Ils étaient fiers d'avoir résisté. Maurice Paul a voulu les récupérer pour gagner les élections, donc il se mettait en pyjama, comme on peut le voir au mémorial, il se mettait en pyjama sous des pancartes, ce qui voulait dire votez pour moi, sinon voilà ce qui vous attend. Or, ces communistes non juifs ont beaucoup raconté l'horreur des camps, où même à Auschwitz, ils souffraient moins que les juifs, mais ils étaient à Auschwitz. Et ils ont beaucoup raconté, tout le temps, chez eux, des photos, les manifestations publiques. J'ai soigné tous leurs enfants, parce que leurs enfants me disaient, et j'ai entendu des enfants dire devant moi à leurs parents, de quel droit est-ce que vous nous avez entraînés dans votre souffrance? Vous auriez dû vous taire. Alors si on parle, on transmet directement la souffrance à nos enfants, et si on se tait, comme l'ont fait la plupart des juifs survivants, on transmet l'angoisse du non-dit, l'angoisse du silence. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, pourquoi est-ce que de quel pays tu viens? Je te dirai plus tard, on verra. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus tard, c'est toujours plus tard, c'est jamais maintenant. Mais maman, cet accent que tu as, ce nom, d'où est-ce qu'il vient ce nom? Maman qui est tellement claire, papa qui est tellement clair, je ne comprends pas quand ils me parlent, quand ils ne me répondent pas à ces questions. Et cette étrangeté est source d'angoisse. Et quand, avec Joe Casterstein, on a fait une évaluation avec des enfants de la CCE, la Commission centrale de l'enfance, où j'ai été, 80% de ces enfants avaient acquis un attachement ambivalent. J'aime beaucoup ma mère qui m'angoisse. J'aime beaucoup mon père que j'envoie promener. 80% de ces enfants. Dans la population générale, c'est 15%. Et on a maintenant des méthodes statistiques, des questionnaires validés qui permettent de ne pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas des vrais chiffres, mais c'est des statistiques. Donc ça donne des hauteurs. Donc ça veut dire que quand le parent traumatisé ne peut pas parler parce que c'est dur à dire et parce que personne ne veut l'entendre, comme je le disais tout à l'heure, il est coupé en deux. Une partie qui sourit, qui travaille, et une autre partie qui souffre en secret, qui rumine, qui fait des cauchemars, qui ne pense qu'à ça, et qui ne peut pas l'élaborer. Je reprendrai ça tout à l'heure pour dire que ce qui modifie la mémoire traumatique, c'est pas la rumination, c'est l'élaboration. La rumination, c'est répéter l'horreur de ce qui m'est arrivé, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai répondu, pourquoi j'étais seul, etc. L'élaboration, c'est il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé. Il faut que je fouille dans les archives, il faut que j'enquête même chez les nazis. Il faut que je comprenne pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé chez eux, qu'est-ce qui s'est passé chez moi, dans ma tête, autour de moi, dans ma famille, dans mon quartier. Et à ce moment-là, j'élabore. Et on a des neuroimageries qui montrent que la mémoire travaillée, élaborée, je cherche à comprendre et à partager, j'écris, je fouille, je lis, je visite, modifie, non pas le réel. Dans le réel, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des déportations, 6 millions de juifs ont été tués. Dans le réel, on ne change pas. Mais on change la représentation du réel. On n'est plus prisonnier du passé. C'est-à-dire qu'on échappe au syndrome psychotraumatique parce que la définition du syndrome psychotraumatique, c'est « je ne pense qu'à ça ». Je ne peux plus parler, je ne peux plus jouer, je ne peux plus aimer, je suis prisonnier du passé. Dès que j'élabore, je n'oublie pas ce qui s'est passé. Je travaille, je cherche à donner sens à ce qui s'est passé,
Et je découvre avec étonnement que je n'éprouve plus la représentation de ce qui s'est passé de la même manière. Donc on ne change pas ce qui s'est passé, hein, mais on change la représentation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la première phrase que je vous ai proposée, on change l'intentionnalité de la mémoire, ça on peut le travailler puisque je reprends le schéma que je vous ai proposé, un centre imprégné dans la mémoire gravé comme ceux du marbre, je n'oublierai jamais, mais un flou autour duquel où je peux travailler, recomposer, en faire une poésie. Vous avez bien entendu, poésie à Auschwitz, Charlotte Delbo, Anna Novak, Germaine Tillion à Ravensbrück. Elle n'était pas juive, mais elle était bien quand même. Et, et Germaine Tillion, elle veut mourir tellement c'est difficile, tellement elle souffre, et elle décide de vivre comme ça. Elle est restée 3 ans à Ravensbrück. Vivre comme ça, c'est pas la peine, je préfère mourir. Et mourir à Ravensbrück, c'était facile, hein. Il suffisait de se diriger vers les fils électriques, ou bien la sentinelle tirait, ou bien en toucher les fils électriques, et dans les deux cas, c'était fini. Et elle décide de se suicider, elle sort, et il fait froid. Et quand il fait très froid, le ciel est d'un bleu stupéfiant parce que toute l'humidité est tombée par terre. Et donc et elle écrit, le bleu du ciel est tellement beau que je ne peux pas mourir. Et elle rentre, et là, elle invente, elle fait un opéra dont j'ai oublié le titre, mais il y a sûrement des gens qui le connaissent dans la salle, Fürbach aux enfers. C'est-à-dire, elle prend la musique d'Offenbach, un juif, et elle l'applique, elle met des mots pour décrire, pour ridiculiser les gardiennes SS. Et les femmes, il y avait Geneviève de Gaulle, qui maintenant est au Panthéon avec elle, et ces femmes mourantes, humiliées, désespérées, pouffent de rire en chantant et en apprenant Verfügbar aux enfers, musique d'Offenbach. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé le réel. Elle a voulu mourir, elle a été emprisonnée, humiliée, terriblement torturée pendant 3 ans. Les gardiennes SS étaient aussi cruelles et aussi sadiques que les hommes SS. Hein, Geneviève de Gaulle raconte qu'ils avaient de la soupe avec peut-être un petit morceau de pomme de terre dedans. Et que très souvent les gardiennes renversaient la soupe par terre pour que les femmes se mettent à 4 pattes et lèchent le sol. Donc il y avait un sadisme quotidien, ça, elles l'ont subi ça. En revanche, elles ne sont plus prisonnières du passé. Et dès l'instant où se sont réengagées, elles ont cherché à comprendre, à donner sens à ce qui est arrivé et à s'unir autour de la poésie de Charlotte Delbo, de l'opéra de Germaine Tillion, des témoignages de Robert Antelme, de David Rousset, des survivants. Dès l'instant où on cherche à comprendre, on métamorphose la représentation du passé et on en souffre moins. Alors, donc voilà l'idée clé que je vous propose. Mais ça veut dire que beaucoup de choses peuvent agir. Lorsque, avec Joe Casterstein, on a fait l'évaluation des enfants, c'est-à-dire la génération de mes enfants, où on a été contraint à se taire. On a été contraint à se taire autant parce qu'on était complice du déni culturel. C'était difficile à dire, c'était difficile à entendre, et les gens qui n'avaient pas été déportés voulaient plus entendre parler d'horreur. On peut leur pardonner. Ils voulaient reconstruire la France. On ne va pas se plaindre quand même, mais les survivants de la Shoah ont dû se taire. Or, on ne peut pas en parler dans les familles, c'est sûrement même dans les familles, alors qu'on en parlait dans la culture, les guichets du Louvre, le dernier des Justes a eu un grand succès culturel, mais c'est à peine rentré dans les familles. Ou alors, quand c'est rentré dans les familles communistes, les enfants souffraient. Alors, comment expliquer ça? C'est parce que la proximité affective donne trop de poids aux mots.
si je vais voir si ma boulangère me dit, Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas, je vais me dire, tiens, elle est bizarre, elle sait pas ce qu'elle perd. Alors, donc, tant pis pour elle. Hein. Alors, donc, ça veut dire que si ma femme ou mes enfants me disaient les mêmes mots, là, je rigolerais pas. C'est-à-dire que c'est dans les familles, on a tellement peur de blesser nos enfants qu'on ne peut pas parler. C'est parce que ça a trop de poids. Pour que ça ait moins de poids, il faudrait qu'il y ait une concordance entre les récits que je me fais dans mon monde intime. Si je ne les partage pas, je risque d'évoluer vers le syndrome psychotraumatique. Et je ne peux les partager que si ma famille, le quartier, la culture sont préparés à les entendre. En 1985, 40 ans après, ce que je viens de dire, on peut le dire des Rwandais, on peut le dire des Arméniens. Alors les Arméniens, c'est encore pire. Eux, ils ont commencé à parler presque un siècle après le génocide arménien. Donc parce qu'ils voulaient se reconstruire. Allez, c'est fini tout ça, on ne parle pas. J'ai des amis arméniens, il y a une grosse communauté arménienne à Marseille. Et j'ai des amis arméniens, j'ai un ami proche, sa grand-mère avait une énorme cicatrice d'un angle à l'autre de la mâchoire. Les enfants le voyaient bien, pas un mot. Parce que la grand-mère aurait eu du mal à le dire et parce que ça aurait peut-être choqué les enfants. Donc ça veut dire que tout le monde le voyait. Les survivants de la Shoah, il y avait des indices qui s'échappaient, l'accent, le nom, il y avait des objets. Les objets transportent l'histoire. Alors je ne parle pas des chandeliers à 7 branches, je parle d'objets de la vie de famille. Tiens, d'où vient cet objet? Ah ben il vient de Roumanie. Ah papa, tu étais en Roumanie, mais les juifs roumains, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais la Roumanie, c'est un beau pays. Hein. Toc. Cette manière de parler provoque une sorte d'inquiétude. Pourquoi est-ce que papa a besoin de me cacher quelque chose qui s'est passé en Roumanie? Je crois me rappeler que c'est 800 000 morts en 3 mois sur un peuple juif de 900 000 habitants. Alors que l'armée allemande était déjà écrasée. L'armée allemande était déjà en déroute, eh bien les trains, les rafles policières et les trains continuaient mieux que jamais, si je peux dire, à tuer les juifs roumains. Même chose en Hongrie, même chose en Hollande, où la Hollande n'était pas antisémite. Alors que la France était antisémite dans les années 30, pas la Hollande. Eh bien, en Hollande, 90% des juifs hollandais ont disparu parce que la machine à exterminer était impeccablement organisée. Et on faisait des rafles, et les trains partaient, la police intervenait, et puis c'était des gens non armés. Mon père s'est engagé dans la Légion étrangère, comme probablement des gens dans la salle, hein, dès 1939, donc je ne l'ai pas connu. Il a été blessé. Dans cette Légion étrangère, il n'y avait que des républicains espagnols et des juifs d'Europe centrale. 90% d'entre eux ont été tués à Soissons. Mon père a été blessé, il a été hospitalisé et il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Allez comprendre ça. Allez comprendre ça. Où est la logique là-dedans? D'ailleurs, la préfecture de Bordeaux m'a communiqué une lettre il n'y a pas longtemps. C'était poignant de naïveté. On m'a donné une lettre de mon père qu'on m'a donnée il y a 1 an. Il écrit à la préfecture en disant « Je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté, pourquoi on m'a emprisonné. J'ai toujours été honnête, j'ai payé mes impôts, je me suis engagé dans l'armée française et c'est la police de mon pays qui vient m'arrêter. » Quand on connaît la suite, on se rend compte que c'était d'une naïveté impressionnante parce que nous, on connaît la suite. Mais lui, il ne connaissait pas la suite. Lui, il voulait défendre la France, c'était le pays du bonheur. C'était le pays où Dieu est heureux. Donc, il voulait défendre le pays où Dieu est heureux. Donc, pour nous, c'est d'une naïveté, mais pour lui, c'était adapté. Alors, comment expliquer? Alors, on commence à expliquer... Là, j'en ai encore pour 3 heures, ça va, non? C'est peut-être un peu bref, non?
Alors comment expliquer ça? C'est que j'ai travaillé avec Shaul Harel, qui est prof de neuropédiatrie à Tel Aviv. Et la médecine israélienne est stupéfiante de qualité. Et il y a des neuroimageries, des machines stupéfiantes. Il prend une population de 170 femmes enceintes, stressées. C'est un stress chronique parce qu'il y a un attentat pratiquement tous les jours et les gens en parlent. Alors parfois l'attentat est proche, donc là les gens c'est le trauma aigu, mais parfois l'attentat est lointain. Enfin lointain c'est un petit pays, hein. Loin c'est pas loin, mais enfin les gens en parlent. S'il y a eu la dernière fois il y a eu un attentat à Jérusalem, tout le monde en parlait à Tel Aviv. Donc parce que c'est pas loin, c'est un petit pays. Et il prend une population de 170 femmes enceintes, israéliennes et palestiniennes, qui consultent pour syndrome psychotraumatique. Les psychologues font bien leur boulot, entourent ces femmes quand on entoure quelqu'un qui est traumatisé, comme l'a fait mon ami Thierry Bobet après le Bataclan, un an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Donc on sait ce qu'il faut faire. Ne pas laisser les gens seuls. Mais les juifs survivants de la Shoah étaient seuls, souvent sans famille, et on les faisait taire. Donc, Shaul prend ces 170 femmes, les psychologues les entourent, elles mettent au monde 170 bébés, Shaul fait une neuroimagerie à ces 170 bébés, tous ces bébés avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux et des 2 circuits limbiques. Donc, les circuits limbiques, c'est le socle neurologique des émotions et de la mémoire. Les lobes préfrontaux, c'est le socle neurologique de l'anticipation. C'est-à-dire que ça traite des informations absentes du contexte. Alors, tout à l'heure, je vous disais, quand il n'y a pas d'altérité, quand il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Atrophie des circuits de la mémoire. Quand il n'y a pas de relation, quand on ne peut pas parler, on n'a pas l'intention de s'adresser à quelqu'un, atrophie des 2 lobes préfrontaux. Très facile à voir et à mesurer en photographie, et on mesure, c'est facile. Mais si j'arrête mon raisonnement là, vous allez en conclure que c'est d'un déterminisme inexorable. Je vais donc vite rajouter une phrase. Dès que ces femmes, ces jeunes mères, ont été sécurisées, l'atrophie de leur bébé a disparu en 24-48 heures. C'est-à-dire que la plasticité du cerveau est tellement grande qu'il suffit de sécuriser la mère pour qu'elle devienne sécurisante pour le bébé. Parce que la niche sensorielle de l'enfant, c'est d'abord la mère et le père, sauf que on ne sait plus ce qu'est le père. Qu'est-ce qu'un père? Est-ce que c'est un amant? Pas forcément. On voit qu'aujourd'hui, dans notre propre culture, beaucoup d'hommes sont le deuxième père, le deuxième beau-père, le premier beau-père, ou même le troisième ou quatrième beau-père. Est-ce que le quatrième beau-père est un père ou un homme? Je ne sais pas. De plus, quand beaucoup de femmes, il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent leur enfant sans mari ou avec leur propre mère, donc c'est la grand-mère de l'enfant qui fait fonction de père. Bonjour Madame la grand-mère, vous êtes un bon père. Difficile à dire ça. Ou quand c'est un couple d'homosexuels femmes plus que d'hommes, il y en a un des deux qui est la figure d'attachement primordiale, la mère, et un autre qui est la figure d'attachement importante, mais pas primordiale, c'est ce qu'on appelle le père. Mais le père, c'est pas forcément l'amant, ça peut être une femme. Voilà, je pense que si vous aviez les idées claires avant mon exposé, je pense que maintenant elles vont être confuses. Hein. Donc ça veut dire que la culture évolue tout le temps, mais que nous, on peut la faire évoluer avec des réunions, des explications, des accords, des désaccords, des débats démocratiques, alors que ce qui caractérise la pensée totalitaire, c'est la certitude. Moi, votre sauveur, je sais où est la vérité. Faut pas, donc je vais vous la dire et vous allez la réciter. Il ne faut pas oublier que Hitler a été élu démocratiquement, Pétain aussi.
ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur la planète, un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement. Parce que quand un peuple est en chaos, il y a une désorganisation sociale, il s'accroche, quand on est désespéré, on s'accroche à tout ce qui flotte. Même une planche pourrie, même un gourou. Et quand un sauveur arrive, il vous dit « Votez pour moi, je sais où est la vérité », le mal vient des Juifs, eh bien, il a été élu. Alors que les... Donc, il y a l'épidémie, il y a une exposition que je n'ai pas vue sur la peste en 1720. Il y a aussi l'épidémie qui est partie de Marseille de 1340. Il y a beaucoup d'épidémies qui sont parties de Marseille. Hein. Ben, ça reste entre nous, ça, vous n'êtes pas obligé de... donc, et dans ces épidémies-là, on voit que les gens sont, après le chaos, très souvent, ils sont tellement malheureux et tellement angoissés qu'ils se laissent escroquer par un sauveur qui dit « je sais où est la vérité ». Après l'épidémie de 1348, il y a eu un énorme pogrom à Toulouse et à Ulm, en Allemagne, où pour ainsi dire tous les juifs ont été brûlés. Et quand tous les juifs ont été brûlés, la peste a continué. Donc on a commencé à brûler les femmes qui étaient des sorcières, bien sûr. Donc ça veut dire que ce mécanisme du bouc émissaire, eh bien, tous les peuples l'ont fait. Je sais d'où vient le mal, votez pour moi et donnez-moi un peu de sous. Tous les escrocs culturels, tous les gourous font ça. Alors, une partie est dans le réel, on ne la changera pas. Il y a eu 6 millions de morts. Une partie est dans la représentation du réel, on peut la changer. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous, surtout sur nos enfants. On peut leur expliquer. On peut modifier, on ne modifiera pas le réel, mais on peut modifier la représentation du réel. Regarde ces hommes, ces femmes, comme ils ont été courageux, regarde comment ils ont fait, et ça va changer la représentation des enfants. Si on se tait, est-ce qu'on peut se taire? Est-ce que moi, ce qui m'a poussé, contraint à écrire La vie t'appelle, c'est quand le négationnisme est apparu. Là, j'ai été stupéfait. J'avais tout pensé, mais pas qu'on pouvait dire que c'était ce que j'ai entendu. J'ai entendu que j'étais en Colombie, je discute avec un professeur de psychiatrie colombien et on passe à Cali sur une place où on voit un beau perron, 2 dragons, la gueule en bas, qui faisaient un nœud avec leur queue au-dessus du perron. Et c'était il y a 10 ans, et il y avait une pancarte interdit aux Juifs. Et alors j'étais avec mon ami professeur de psychiatrie qui avait fait ses études à Paris, et je lui dis, mais ça t'étonne pas, ça? Il me dit, mais non. Je lui dis, mais enfin, il y a quand même eu 6 millions de morts, il y a quand même eu Auschwitz. Il me dit, mais non, Auschwitz, c'est une invention des Juifs pour améliorer leur trafic d'or. Je vous promets. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pas mort. Ces mécanismes-là, ce déni, c'est cette négation. La négation, c'est pas le déni. Le déni, je sais. Hein, le déni, c'est la France dans les années 50. Je sais qu'il y a eu des tragédies, mais ça m'embête d'y penser. J'ai besoin de reconstruire la France. J'ai besoin, la CGT me demande de travailler gratuitement. Merci la CGT. Donc, ça, c'est le déni. Alors que la négation, c'est mais non, les Juifs mentent. C'est pour gagner de l'or qu'ils ont inventé Auschwitz. Donc, alors là, on est en plein négationnisme. Il y a des tas de gens qui l'ont cru, des universitaires. Lui, il était universitaire. En plus, il était très sympa. Donc, on ne peut pas dire... Je suis un peu surpris quand j'entends dire la barbarie nazie. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. Il nous vient d'Allemagne les plus grands musiciens, les plus grands philosophes, les grands matheux, les grands scientifiques. La culture germanique était belle et tolérante, et c'est chez eux que s'est développée cette incroyable tragédie stupide. Elle est partie de France. Hein. C'est l'anthropologie française, avec Drummond et Vacher de la Pouge, mais ça n'avait pas eu trop de succès en France. Ça a été très bien accepté en Allemagne.
Et puis en Pologne, ils n'ont pas été traduits en polonais, mais quand le mouvement antisémite a éclaté, là, les Polonais ont été ravis de participer à la persécution. Donc ça veut dire que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous par l'explication, par la compréhension, par le film, par les essais historiques, psychologiques. On peut modifier, on agit sur la culture, on peut modifier la culture, et dans ce cas-là, on peut lutter contre le négationnisme. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas transmis quelque chose, puisqu'on s'est donné rendez-vous pour parler de la transmission. Tout à l'heure, je vous ai dit, la transmission, si les communistes, quelques rares juifs, j'ai été invité à Nancy, où une association s'était faite, ils appelaient des adolescents qui s'étaient connus à Auschwitz et qui n'étaient pas morts. Et quand ils ont été rapatriés à Nancy, ils ont dit on va rester entre nous, on va se marier entre nous. Ils ont appelé ça les mariages du désespoir. Et nous, on pourra en parler parce que personne ne pourra nous croire. Ça, beaucoup de gens, de parents, de vos parents l'ont dit. Personne ne pourra nous croire. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Ils se sont mariés entre eux et entre eux, ils en ont parlé. Et j'ai entendu chez eux la même phrase que chez les communistes de la Seine. De quel droit est-ce que vous nous avez entraînés dans votre souffrance ? Ils avaient mis des photos partout. Alors, le problème est ainsi posé. Si les parents, les blessés, les survivants parlent, ils transmettent l'horreur. S'ils se taisent, ils transmettent l'angoisse. Alors, docteur, comment il faut faire ? Passer par le détour du tiers, comme disent les psychanalystes, c'est-à-dire que le tiers peut dire ce que je n'ai pas la force de dire et ce que vous n'avez pas la force d'entendre. Je n'ai pas la force de te dire ce qui m'est arrivé parce que ça va me serrer ici, ou même tu vas faire des cauchemars. J'ai une amie à qui le père, après s'être tu pendant très longtemps, on lui a dit tu as tort de te taire, ça va troubler ta fille, dis-lui. Et le père un jour a pris sur lui a dit écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Et c'est devenu une journaliste connue, et elle me dit, le soir même, j'ai commencé mon syndrome psychotraumatique. Le père avait transmis le syndrome psychotraumatique à sa fille en parlant, parce qu'on lui avait conseillé de parler. Donc je pense que c'est le détour par le tiers, par la culture, le cinéma, les guichets du Louvre, les romans, le dernier des Justes, les pièces d'Anne Frank. Alors Anne Frank, qui parle de la condition des Juifs, mais il n'y a aucune horreur dans Anne Frank. On ne voit pas la Shoah dans Anne Frank. C'est une gentille famille qui s'aime et se dispute, comme dans toutes les familles. Donc, sauf qu'ils n'ont pas trop le droit de sortir. Mais je pense qu'on ne voit pas l'horreur. L'horreur, elle apparaît à la fin du livre, à la fin de la pièce de théâtre, quand on entend taper à la porte et qu'on comprend que c'est la Gestapo et que là, l'horreur va commencer. Mais il n'y a pas d'horreur dans Anne Frank. Mais merci Anne Frank, parce qu'elle a quand même permis de poser le problème. Mais c'était moins bien posé que Primo Levi, c'était moins bien posé que d'autres témoignages. Alors, le détour par le tiers est donc tout à fait important, même si ça transmet quelque chose. J'ai dirigé une thèse, je vais dire son nom parce que peut-être des gens dans la salle la connaissent, Rachel Dresner. Et elle fait une thèse sur une femme roumaine, qui parlait allemand. Sa langue maternelle, c'est l'allemand. Il y avait beaucoup d'Allemands en Roumanie. Il y avait qui ont d'ailleurs, à l'effondrement d'Allemagne, ont été chassés de Roumanie et ont été obligés de rentrer chez eux dans un pays en ruine. Donc elle parle, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Comme elle est en Roumanie, elle parle bien le roumain. Elle a appris le français qu'elle parle et l'anglais qu'elle parle extrêmement bien. Quand les persécutions roumaines commencent avec son mari, ils parviennent à s'enfuir et ils arrivent en France. Et comme sa langue maternelle, c'est l'allemand, elle trouve une place, un emploi, place de la Concorde, dans le ministère allemand de la surveillance, de la transition, de l'économie.
Et elle se sert de cette place incroyable, elle reçoit elle est secrétaire, elle fait les traductions, et elle envoie des tas de messages à la résistance. Il va y avoir de l'argent qui va arriver par là, des armes qui vont arriver par là, de la nourriture, des renforts qui vont arriver par là. Et elle envoie. Et donc elle entre dans une résistance non armée, mais très dangereuse et très utile. Et puis elle met au monde 2 enfants. Un enfant qu'elle met au monde pendant la guerre, je crois me rappeler, on va dire 43, et puis un enfant qu'elle met au monde après la guerre, on va dire 45-46, même si je ne me rappelle pas très bien les dates, mais c'est l'idée. Hein. Et je rencontre l'enfant de 43. Comment était votre mère avec vous? Oh, ma mère, elle était anxieuse, elle voyait tout en noir, c'était effrayant. Monsieur, vous êtes né en 45, comment était votre mère? Oh, ma mère, c'était la gaieté, elle voyait tout en rose. C'est les 2 frères. Hein. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la même mère. Celui qui est né en 43 avait une mère constamment stressée, d'autant que son mari s'était engagé dans la résistance armée. Elle était dans la résistance non armée, mais très utile et très dangereuse. Et elle était stressée constamment. Or, on sait maintenant que quand une femme enceinte est stressée, les substances du stress, cortisol et catécholamine, c'est les 2 vedettes, passent dans le liquide amniotique et que le bébé avale un liquide amniotique bourré de substances de stress toxiques pour son cerveau. Ça explique pourquoi Shaul Harel a pu photographier des cerveaux de bébés sains nés d'une mère traumatisée par les attentats presque quotidiens. Elle, c'était un stress quotidien. Et monsieur 1945, oh ma mère, elle était merveilleuse, elle chantait tout le temps. Et oui, le mari était revenu de la résistance armée vivant. Elle retrouvait le plaisir d'avoir 2 enfants et de pouvoir avoir refait sa famille. Aucun des 2 enfants ne mentait. Et pourtant, il décrivait des mères totalement différentes. Alors la mémoire, eh bien, si vous voulez faire une démarche expérimentale ce soir, rentrez et dites à votre frère, à votre sœur, tu te rappelles quand maman avait 50 ans et que tu es tombé à l'eau le jour de son anniversaire? Mais non, mais t'étais pas là. Mais si, j'étais là. Mais non, t'étais pas là. Vous allez voir. Ça marche à tous les coups, vous êtes sûr de vous disputer. Parce que la mémoire de l'un n'est pas la mémoire de l'autre. Il n'avait pas, Monsieur 43 n'avait pas la même mère que Monsieur 45. Et même, elle était tellement stressée que quand elle a mis au monde son bébé 43, elle avait très peur et elle disait « je vais avoir les contractions ». Et à cette époque-là, la culture encourageait les femmes à souffrir. Hein. C'est après la guerre qu'on a découvert l'accouchement dit sans douleur. Au moins les femmes le contrôlent beaucoup mieux qu'avant, alors que avant, on entraînait, on angoissait les mères, on angoissait les femmes, elles souffraient 10 fois plus. Et cette femme dit, j'avais très peur au moment des contractions, j'avais très peur de crier en yiddish. Ça veut dire que pour elle, et alors j'ai entendu il y a 2-3 jours, je faisais un exposé à Paris, et une jeune femme vient me voir, c'est un exposé de biologie, et une jeune femme vient me voir, et connaissant à peu près mon histoire, elle me dit, mon père ne nous a jamais parlé de son enfance et de sa souffrance pendant la guerre et après la guerre, hein, parce qu'il y a eu 40 ans d'impossibilité à parler, ou de difficulté à parler. Et un jour, son père devient âgé, et il doit avoir une opération du genou. Et l'opération se passe plutôt bien, et au moment du réveil, il est encore engourdi par les substances de l'anesthésie, et stupeur de sa fille, il se met à parler à sa fille en yiddish. Et sa fille ne savait pas qu'il savait parler yiddish. Et donc des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est-à-dire que c'était en lui, mais ce n'était pas autour de lui. Donc il était clivé, ce que je propose depuis tout à l'heure. Il ne pouvait dire que ce que les autres étaient capables d'entendre. Dire qu'il parlait yiddish, ça aurait peut-être angoissé sa fille, ses voisins, ou provoqué des sarcasmes, comme ce que j'ai entendu. Donc
tu racontes de belles histoires où tes parents ont dû commettre de bien graves péchés. Alors, j'ai regardé ma montre, mais j'ai oublié l'heure. Vous m'insultez quand il faut qu'on commence à échanger. Est-ce qu'il y a un... Bon, ben alors, tant pis pour vous, je continue. Vous insultez, c'est ça? Vous m'insultez? On doit s'arrêter à quelle heure? On peut se donner 5 minutes. Je parle combien de temps encore? Encore 5 minutes, de manière à peut-être donner la parole au public. Encore 5 minutes? Mais je n'ai pas fini le quart de mon introduction. Le quart? Donc d'accord, je m'arrête dans 5 minutes. Peut-être en fonction des questions, vous pourrez compléter. Oui, vous avez raison. D'accord. Alors j'ai la chance de travailler, je vais terminer là-dessus. J'ai la chance de travailler avec Denis Péchanski parce qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup blessé, c'est la phrase « Les Juifs se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons ». Or, mon père s'est engagé dans l'armée française, comme tous les hommes de ma famille, comme pratiquement tous les Juifs d'Europe centrale, que ce soit, ou comme tous les Juifs du Proche-Orient qui se sont engagés dans l'armée française du général Koenig, alors que les Palestiniens ont fourni des troupes de Waffen-SS. Les jeunes, hommes et femmes, se sont engagés, qui n'étaient pas pris dans l'armée, parce que trop jeunes, se sont engagés dans la résistance. Et j'étais blessé par cette phrase, et qui ne correspondait pas à mon expérience. Or, c'est vrai qu'on voyait par exemple la rafle du Veldiv, il n'y avait que des femmes avec des enfants, il n'y avait pas d'hommes, ils étaient tous à l'armée ou dans la résistance. C'est vrai que autour de moi, pendant la guerre, il n'y avait plus de juifs, ils étaient tous à l'armée dans la résistance ou déjà à Auschwitz. Donc, quand j'ai été arrêté, le type de la Gestapo, Madame Farge, qui me cachait, a dit si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. Donc j'ai appris dans une seule phrase qu'on voulait me tuer et que j'étais juif, sauf que je ne savais pas ce que désignait ce mot, il n'y avait pas de juif autour de moi. Donc, et là, si je reprends, c'est pour dire que Denis Péchanski, avec qui j'ai la chance de travailler, qui est un historien, qui dit que une grande partie de notre mémoire intime, de nos souvenirs intimes, sont des récits sociaux qui ont été internalisés, intériorisés. Exemple, mon ami Osterman est professeur à Bordeaux. Quand il y a eu les Twin Towers, chef-d'œuvre d'attentats terroristes, parce que la planète entière s'est arrêtée, alors que les terroristes n'avaient sacrifié que 15, 20, je ne suis pas sûr du chiffre, mais enfin une poignée d'hommes avaient été sacrifiés, et la planète entière était terrorisée. L'attentat avait lieu à New York, à Manhattan. À Bordeaux, beaucoup d'enfants ont fait des syndromes psychotraumatiques. Énurésie, encoprésie, troubles du sommeil, refus alimentaire, sursaut, angoisse. Comment expliquer ça? Dans le réel, l'attentat avait lieu à New York, mais dans la représentation du réel, la représentation verbale des parents qui parlaient des adultes, c'est affreux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, des films qui passaient en boucle à la télévision, des médias, c'était un chef-d'œuvre de terrorisme. Les enfants ont fait un syndrome psychotraumatique parce que la représentation de l'horreur les a traumatisés. Alors que le danger réel était à New York, eux, ils souffraient à Bordeaux. Donc l'idée, ce que nous apprend Denis Péchanski, c'est que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, et c'est la parole, les récits, les historiens, les essayistes, c'est à eux, les témoins, c'est à eux de faire ce boulot pour modifier la culture et transmettre à nos enfants un problème incroyable. Comment un des peuples le plus cultivés de la planète dans les années 30 a-t-il pu commettre un crime pareil sans aucune culpabilité? J'ai vu des documents où les SS riaient en abattant Babillard, par exemple. Ils riaient en mitraillant les Juifs, les mères toutes nues avec leurs bébés, mitraillés. Ça les amusait, ça les faisait rire. À Auschwitz,
il y a un livre de Goldenson qui vient d'être traduit, Les inculpés de Nuremberg. Rudolf Höss, le directeur du camp, pas S, hein, Höss, le directeur du camp d'Auschwitz, dit « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Comment expliquer ça? Il dit lui-même « Je m'entendais bien avec ma femme, j'avais une maison à l'entrée du camp, j'avais 3 ou 4 enfants que j'aimais beaucoup, il y a la photo des enfants, et les enfants jouaient aux déportés mourants, ça les amusait beaucoup, mais c'était des enfants, et lui, il était heureux, et il disait, mais j'avais un travail bien difficile, je devais faire partir en fumée 10 000 corps par jour. On a envie de le plaindre, bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la représentation du réel agit sur nous, mais on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté. Je crois qu'il faut en profiter. Merci de m'avoir écouté. Voilà, on ne prend que les questions géniales. Ah, voilà, question géniale. Bonsoir, ça va être compliqué. Vous avez parlé de Primo Levi et je pensais au moment de la parole des rescapés notamment, en faisant la différence entre Primo Levi et Georges Semprun par exemple. Entre Primo Levi et Georges Semprun. Et Georges Semprun, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on a Primo Levi qui a parlé très tôt, je crois qu'en 1947, le livre est sorti, et il s'est suicidé. Il n'a pas supporté finalement peut-être le fait d'avoir parlé trop tôt, je ne sais pas, ça c'est vous qui allez me répondre peut-être ou me donner une piste. Et Georges Semprun, qui lui voulait être écrivain depuis qu'il était tout petit, se retrouve à Buchenwald et en sortant, je crois qu'il avait 18 ans à peu près, renonce complètement à son projet d'écrire et dit, bien plus tard, je crois qu'il écrit 20 ans plus tard, l'écriture ou la vie. Donc, le moment de la parole. Est-ce que si je parle, je meurs? Parce qu'il y a le fait de faire souffrir les autres, mais soi-même aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, parce que c'est une excellente question, je me suis posé la même. Donc c'est vous dire si j'estime votre question. Hein. Donc effectivement, Primo Levi écrit clairement dans Rescapé naufragé, plus je parle, plus je me sens mal. Parce qu'il écrit aussi, j'écris ce que je ne peux pas dire. Et là, je me sens mieux. Mais plus je parle, plus je me sens mal, parce que les gens, pourquoi me font-ils répéter toujours les mêmes choses? C'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en situation d'aggraver le syndrome psychotraumatique. Il le dit, je parle, je rentre chez moi, j'ai des cauchemars, je redeviens anxieux, je ne suis pas bien. Pourquoi ne lisent-ils pas mes livres? Pourquoi me font-ils répéter toujours les mêmes choses? Et il est de plus en plus mal. Sa femme ne l'a pas aidé à être bien, parce que c'était un couple terriblement douloureux, qui s'entendait vraiment pas bien du tout. Et là, à force de répéter, il ne faisait que ruminer. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que la résilience par l'écriture ne marche pas. Je viens de citer Forest, qui est un prof de littérature qui par ailleurs se défend bien. Et lui, il a perdu un enfant de cancer. Et il a voulu écrire et répéter. Et il dit, plus j'écrivais, plus je pensais à la mort de mon enfant, plus j'en parlais, plus j'étais mal. Et c'est vrai. Parce que, comme je l'ai proposé tout à l'heure, mais votre question me permet de le reformuler autrement, il ne s'agit pas de ruminer, il s'agit d'élaborer. Élaborer, c'est-à-dire chercher à comprendre pour partager. Ruminer, c'est être seul. Et Forest, Primo Levi a été fort encouragé à ruminer parce qu'on lui posait toujours les mêmes questions. Et Forest s'est mis lui-même en situation de rumination parce qu'il écrivait la douleur de perdre un enfant de cancer. Alors que beaucoup d'autres gens
écrivent. Alors, Jorge Semprún, Georges Semprún avec l'accent marseillais, Jorge Semprún, lui, d'abord il dit, il faut que je témoigne. Je ne peux pas me taire, donc il faut que je témoigne. Et il écrit, et plus j'écris pour témoigner, plus je me sens. Mes brouillons saignent. Je me sens de plus en plus mal. Il se tait parce qu'il est de plus en plus mal. Et le moment où il métamorphose ce qu'il écrit sous forme de roman, à ce moment-là, il peut le dire. Et j'ai une amie qui est une écrivaine de bon niveau, Christine Orban, je dis son nom parce qu'elle en parle en public. Elle perd sa sœur. Sa sœur se suicide. Et elle était très attachée à sa sœur et elle est très mal. Et comme beaucoup de gens qui endeuillés, comme Georges Perec, endeuillé, on se sent mieux quand on parle du défunt, quand on voit sa photo, quand on parle de lui, quand on entend parler de lui ou d'elle. Et dans ce cas-là, Georges Perec perd ses parents disparus et il dit son père s'engage dans la Légion étrangère, probablement comme près de mon père. Sa mère l'emmène un jour à la gare de Lyon, elle disparaît. Sa tante disparaît, ses cousines disparaissent. Il n'y a pas de trauma aigu, simplement tout le monde disparaît et le petit garçon est hébété. Et puis un jour, il comprend que disparu, c'est disparu pour toujours et qu'ils ne reviendront jamais. Et il décide de devenir écrivain pour offrir à ses parents une sépulture. Et il écrit La disparition. Et dans ce roman étrange, qui a eu le prix Renaudot en 70, 12, par là, ce qui a disparu, c'est la voyelle E qui représente eux, mes parents disparus. Et donc, il dit, le petit garçon dit, je vais faire une sépulture pour mes parents, donc leur rendre leur dignité. Et Jorge Semprún, quand il veut témoigner, est de plus en plus mal. Mais quand il métamorphose, quand il remanie la représentation de l'horreur sous forme de roman, à ce moment-là, il peut dire ce qui lui est arrivé. Alors, Semprún, c'est sous forme de roman, Robert Antelme, c'était David Rousset, c'était une réflexion. Dès l'instant où on élabore, on n'est plus prisonnier du passé, mais dès l'instant où on répète, on encourage et on est sur le tapis roulant de la dépression et du syndrome psychotraumatique. Merci. Ah ben, on passe son temps à modifier. Vous voulez répéter la question ? Non, c'est pas. Comment la question c'était ? Donc, je demandais comment peut-on modifier la représentation du réel. Mais bien sûr, mais on ne fait que ça. Quand je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux, dans ma mémoire, il y avait les escaliers du cuirassé Potemkin, et parce que c'est une œuvre d'art qui avait donné forme au sentiment, à l'émotion que j'éprouvais quand je me suis évadé. Dans le réel, il y avait 2 marches. Dans la représentation que je me faisais du réel, c'était un escalier avec un risque mortel. On ne fait que ça tout le temps. Mais là, on a un degré de liberté, c'est ce que j'ai dit, c'est le cinéma, le roman, la réflexion, les essais qui permettent de modifier la représentation. Le réel, on ne le modifie pas. D'abord, le réel, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un très beau film, c'est La vie est belle. La vie est belle, c'est un bel exemple. Le film La vie est belle. La vie est belle. C'est un parfait exemple, il me semble. La vie est belle, c'est une tentative magnifique, merci. La vie est belle, c'est une tentative de modification de la représentation du réel, que tous les juifs n'ont pas pris bien. Parce que beaucoup de juifs voulaient que ce soit... Alors, Primo Levi a dit d'ailleurs, dans un premier temps, je veux témoigner, je veux que la traduction de mon livre en Allemagne soit un revolver planté sur la tête de chaque Allemand. Donc Primo Levi n'avait pas cette intention, il en était capable, il avait une intelligence et un style extraordinaire. Et puis, il était connu avant la guerre. Hein. Déjà, c'est un chimiste de renommée internationale. D'ailleurs, c'est à ça qu'il doit la vie. Mais lui, il voulait se venger. Et une minorité de juifs voulait se venger. La majorité des juifs survivants voulaient se remettre à vivre.
Donc pour se remettre à vivre, il fallait non pas dénier le passé, la blessure, on l'a reçue, mais il fallait se créer un autre monde intime, une représentation du réel, vivable. Ça m'est arrivé, mais je vais chercher à comprendre, et en cherchant à comprendre, ou faire un roman, ou faire une poésie, Charlotte Delbo, mais les Rwandais font la même chose après le génocide rwandais. Ils ont fait des films, ils ont fait des essais psychologiques pour chercher à comprendre. Et moi, ce que j'ai compris en travaillant et en m'étonnant de l'intelligence de ces Allemands qui commettaient des crimes insupportables sans aucune culpabilité, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se méfier des théories idiotes. Plus une théorie est conne, plus elle a de chances de marcher. Et vous voyez qu'actuellement sur la planète, Pardon, moi j'ai une question très certainement idiote, mais je la pose quand même. Est-ce que on ne peut pas imaginer qu'il y ait de la rédemption dans l'oubli? De la rédemption dans l'oubli. Est-ce que... Alors oui, c'est en effet une question. Faut-il pardonner? Alors, certains Allemands, la rédemption, c'est je me rachète de mes fautes, donc je me punis. Alors j'ai vu, après le tremblement de terre d'Haïti, j'ai vu des Haïtiens se punir parce qu'ils se croyaient coupables du tremblement de terre. Ils disaient le tremblement de terre, c'est parce qu'on ne croyait pas assez en Dieu, donc il faut les flagellants. J'ai pas vu l'exposition sur la peste, mais je me promets d'aller la voir. Les flagellants sont nés après une épidémie de peste, parce que quand il y avait une catastrophe, quand on ne comprend pas, on explique quand même. Et après l'épidémie de 1348 ou à Marseille et de 1720 à Marseille, il y a beaucoup de gens, il y avait schématiquement deux types de raisonnement. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui croyaient à la terre. Ceux qui croyaient au ciel disaient on a vu une conjonction des astres qui signifiait qu'on a commis un péché et qu'il faut se racheter en expiant la rédemption. Les flagellants, Saint Louis se flagellait, comme on le voit faire chez les chiites iraniens, se flageller d'une faute plus souvent imaginaire que réelle. Les pervers, par exemple, ne se flagellent jamais, ils ne se sentent jamais coupables, il n'y a pas d'altérité. Pourquoi voulez-vous qu'ils se sentent coupables? Alors que les mélancoliques se sentent coupables. Saint Louis n'était pas toujours tendre, et dans la réalité, il a fait des choses, il méritait des coups de fouet, il se les a donnés lui-même. Et se punir, c'est une méthode, un moyen de rédemption. C'est un rachat. Je me punis. Et j'ai vu ça en Colombie avec quelques drogueurs qui se sentaient coupables d'avoir donné de la drogue aux enfants et qui se punissaient en rampant, marchant à quatre pattes sur les parvis des églises. À Haïti, j'ai vu des gens qui se sentaient coupables, qui remerciaient Dieu de leur avoir fait un tremblement de terre parce qu'ils ne croyaient pas assez en Dieu. Alors ça, c'est ceux qui croient au ciel, trouvent une explication. Et ceux qui croient en la terre, ils avaient tous vu quelqu'un qui mettait de la poudre dans l'eau, et la preuve, c'est que, regardez, il y a des morts partout. Et ce quelqu'un, c'était un juif, un étranger ou une femme. On avait donc le mécanisme du bouc émissaire. Et qu'on a vu au cours du Covid, on a vu les mêmes mécanismes se remettre en place. Les scientifiques ont été pas mal écoutés, mais pas par tout le monde. Il y a eu des gens qui ont préféré écouter les complotistes, et dans le complot, on a retrouvé la punition et le bouc émissaire, l'étranger, le juif, beaucoup l'étranger, plus que le juif. Et bonsoir.
J'ai une question un peu plus pragmatique, on va dire. Est-ce que vous pourriez revenir 5 minutes ou plus sur les expériences qui ont été menées sur les femmes enceintes en Palestine et en Israël? Savoir que je n'ai pas très bien compris comment cela se faisait, que que les fœtus avaient des lobes limbiques atrophiés, et qu'une fois que les mères étaient accompagnées et encadrées psychologiquement parlant, ces atrophies se sont résorbées. Du coup, je n'ai pas très bien saisi à quel stade ça se passait, la guérison, si je puis dire. J'entends mal et j'ai entendu votre voix, mais j'ai pas entendu les mots. Ah, je vais essayer peut-être sans le micro, sans le masque. Oui, est-ce que vous pourriez revenir sur l'expérience des femmes enceintes en Palestine, en Israël? L'expérience les études, pardon, excusez-moi. L'expérience. Excusez-moi, j'entends. Non, désolé, je crois que c'est peut-être le masque. Mille pardons. Non, pas de souci. D'accord, avec plaisir. Maintenant, on a dosé, maintenant c'est très clair. C'est pour ça que, à la commission des 1000 jours, j'ai proposé la présence du père, le congé paternité et l'entourage des femmes enceintes et des mères, des jeunes mères. Parce qu'il y a un phénomène qui est insupportable actuellement, c'est que les femmes s'épanouissent beaucoup mieux que dans les générations précédentes, et il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale, et il n'y a même jamais eu autant de suicides de jeunes mères avec des bébés de quelques mois. Alors là, il y a quelque chose de pas supportable, comme l'a démontré Emmanuel Todd quand il a fait sa thèse de psychosociologie. La mort des enfants ou des femmes autour de la naissance est un indice de désorganisation psychosociale. Or, actuellement, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Après l'accouchement, il ne faut pas confondre avec le postpartum blues qu'éprouvent presque toutes les femmes. Il y a un remaniement hormonal, leur corps ne pèse plus pareil, mais donc pendant 2-3 jours, elles sont un peu déboussolées, mais s'il y a autour d'elles, quelqu'un qu'elles aiment, une famille, des copains, ça se remet en place tout seul. En revanche, s'il n'y a personne autour d'elles, ça ne se remet pas en place tout seul. Et là, on voit que ces femmes qui font des dépressions périnatales sont généralement des femmes isolées. Or, notre culture moderne isole les mères, pas les femmes. Les mères, quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient 1 ou 2 enfants. Aujourd'hui, les femmes mettent au monde leur premier enfant, elles ont en moyenne 31 ans et le deuxième 33-34 ans. Ce qui fait que elles ont fait des études, elles ont appris un métier, elles ont couru le monde, elles ont travaillé, elles ont vécu, et tout d'un coup, elles mettent au monde un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Et elles se retrouvent seules avec une machine, un écran et un tyran domestique. Et elles dépriment. Donc ça, c'est pas acceptable. D'autant que, alors on sait que, en plus de ça, elles ont des grossesses heureuses et on est stupéfait de voir qu'elles dépriment après l'accouchement. Mais certaines femmes ont des grossesses malheureuses. La violence conjugale, assez curieusement, commence pendant la grossesse. Et très souvent, ces femmes sont stressées. Or, tout le monde dans cette salle, quand on est stressé, on rougit, on pâlit, notre cœur s'accélère, on sécrète les substances du stress. Schématiquement, c'est le cortisol et les catécholamines. Catécholamines, c'est l'hypertension, c'est on rougit, on pâlit, les vaisseaux se dilatent, se rétrécissent. Or, ces substances du stress, si c'est une giclée, le bébé s'en fiche. Si c'est chronique pendant plusieurs mois au cours de la grossesse, ça rentre dans le liquide amniotique. Et on a rendu observable à Toulon que quand une mère parle,
une femme enceinte parle, les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par son corps, alors que les basses fréquences sont au contraire très bien transmises par le corps, ce qui veut dire que lorsque la mère parle, c'est comme si elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc le bébé, à ce moment-là, est stimulé et il déglutit un liquide amniotique bourré de substances toxiques. Et le cortisol notamment provoque un œdème des cellules limbiques, c'est-à-dire les cellules de la mémoire et des émotions. Et quand cet œdème dure trop longtemps, les cellules explosent et le bébé arrive au monde, ce qu'a montré Shaul Harel avec une atrophie du système limbique. C'est résiliable beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. Il suffit de sécuriser la mère pour que, aussitôt, en une nuit ou deux, le bébé recommence à sa reconstruction. Mais si on la laisse seule, eh ben, le bébé recommence pas sa reconstruction, il continue à avaler des substances toxiques. Mais c'est pour ça que j'ai terminé mon exposé. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous, on a un degré de liberté. On peut sécuriser la femme enceinte, c'est le rôle du mari ou du père ou de je ne sais plus qui, enfin je sais pas comment il faut dire maintenant. C'est la grand-mère, c'est le copain, le troisième copain, je sais pas, aidez-moi, je sais pas comment il faut dire. Le mot père, je sais plus ce que c'est. Le mot père est disqualifié. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est le deuxième parent qu'on va appeler le père. Et à ce moment-là, la femme enceinte, elle est plus seule. Le meilleur tranquillisant qui soit, c'est une relation familière avec quelqu'un qu'on connaît et auprès de qui on se sent en sécurité. Théoriquement, c'est la fonction du mari, ou de la famille, ou de la culture. Et là, je réponds aussi à votre question, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, on peut demander aux hommes d'être plus présents. On a obtenu un doublage du congé paternité. C'est pas assez. Le Québec et les pays d'Europe du Nord ont 11 mois de congé paternité et c'est pas assez. Mais du coup, les femmes enceintes ne dépriment plus et il n'y a pratiquement plus de suicide maternel. Donc, quant aux bébés, eux, c'est facile. Dès que la mère est sécurisée, dès que le bébé a une niche sensorielle autour de lui, il a tout ce qu'il faut pour bien se développer. Et à Toulon, on a fait une observation avec des électroencéphalogrammes où on voit que dès que la mère est sécurisée, ou si la mère est morte ou malade, dès qu'il y a un substitut maternel, qui peut être un homme, qui peut être une grand-mère, qui peut être une institution, dès que la niche sensorielle est sécurisante, le bébé rattrape son retard en 24-48 heures. Merci. Merci. Vos propos me faisaient penser à un livre qui a fait scandale il y a quelques années. Je crois qu'il était écrit par Jonathan Little. C'était ce fameux bouquin, Les Bienveillantes, où dans les premières pages, on lit les confessions d'un officier allemand, je crois que c'était un commandant SS, et qui dit, voilà, je mets au défi quiconque qui a vécu dans cette période-là, qui a reçu la culture que j'ai reçue, d'avoir à prendre une position à l'inverse de ce que moi j'ai fait. Et c'est ces quelques pages, je crois, qui ont créé le scandale. Et ensuite, il déroule sur pratiquement 1000 pages les atrocités qu'il a pu commettre dans sa carrière militaire. Et c'est tout ce que vous disiez tout à l'heure, M. Cyrulnik, de cette résilience. Est-ce qu'on peut penser que cet homme-là, même s'il s'agit d'une fiction, mais ça pourrait tout à fait, tellement c'était précis, être une autobiographie, est-ce qu'on peut penser que là, il était en train de se reconstruire, et comment se reconstruire après autant de choses sordides, quoi. Alors en effet, c'est un problème qui m'a tracassé aussi. Et il y a un livre qui s'appelle Le 101e bataillon, où Christopher Browning, qui est un historien anglais que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé, a fait une étude sur l'éducation de ce bataillon de gendarmes
qui avait pour mission de rentrer dans des écoles polonaises et ukrainiennes et de tuer les enfants un par un d'une balle dans la tête. Et ces 300 hommes du bataillon ont tué 30 000 enfants un par un. Or, Christopher Browning a retrouvé la biographie de ces hommes. Ils étaient l'énorme majorité de ces gendarmes a été docteur en philosophie, en psychologie, en anthropologie. Il ne faut pas oublier que Mengele, j'ai vu des photos de Mengele, il était professeur d'anthropologie. Et j'ai vu les photos que j'ai vues, il y avait la parité en Allemagne. Il y avait autant d'étudiants que d'étudiantes. C'était un des pays les plus avancés de l'Occident. Et c'est chez eux qu'est apparue cette tragédie invraisemblable où des hommes cultivés ont pu tuer sans aucune culpabilité. Parce qu'il y a une expérience qui a été faite par Milgram, qui est un psychosociologue, qui montre que certains parmi nous gardent ce que Hannah Arendt appelait la liberté intérieure. On me demande de faire ça, mais est-ce que vraiment c'est un bon ordre? Or, d'autres parmi nous se soumettent à un ordre, quel qu'il soit, et ils peuvent aller extrêmement loin jusqu'à tuer pour le bien. Il ne faut pas oublier que les Allemands tuaient pour la morale, pour l'hygiène. Il y avait une chaire d'hygiène raciale, même à Marseille. J'ai discuté avec Lehmann, qui était professeur à Marseille, et il dit que pendant la guerre, si un scientifique voulait publier, il fallait qu'il mette une phrase d'hygiène raciale, sinon le rédacteur ne prenait pas son article et sa carrière s'arrêtait. Donc il y a eu la même chose avec la Chine de Mao, où il fallait, Annette Vievorka, dont on a parlé tout à l'heure, témoigne qu'il y avait une entente entre le gouvernement et la Chine de Mao, et je crois qu'elle a passé 4 ans. Et elle dit, si je voulais que mes articles soient acceptés, c'était le contrat entre la France et la Chine, il fallait que je mette un couplet à la gloire du grand timonier, ou sinon mon article n'était pas accepté, mon contrat je respectais pas mon contrat. Or, parmi nous, dans cette salle, il y a des gens qui s'arrêtent très tôt et qui jugent. Je cite Hannah Arendt. On me donne cet ordre, je vais d'abord réfléchir. Ils ont gardé ce qu'elle appelle une liberté intérieure. Ça coûte très cher. Quand Hannah Arendt a gardé sa liberté intérieure et qu'elle a dit que dans les ghettos, il y avait une police juive qui travaillait avec les nazis, elle a été violemment agressée. Elle a été haïe, y compris par son mari. Et pourtant, Polanski, toutes les enquêtes montrent qu'il y a eu des juifs nazis et qui ont collaboré. Parce qu'ils se sont soumis à un ordre, et l'expérience de Milgram montre qu'il y a parmi nous des gens qui, du moment que l'ordre vient d'un autre, d'une caution philosophique et surtout scientifique, ils exécutent les ordres, ils se soumettent. Il y a des gens qui se soumettent et des gens qui exécutent les ordres, même si c'est la mort, et qui se laissent piéger par des arguments pseudo-moraux, pseudo-hygiéniques. Il fallait tuer les juifs parce que les juifs, ce n'est pas des êtres humains, c'était des bacilles. Donc il fallait les tuer. Au moment du génocide du Rwanda, on a retrouvé la même rhétorique, la même manière de parler. Ce n'est pas un crime d'écraser, de tuer un Tutsi, parce qu'un Tutsi, c'est un cancrelat. C'est quand même pas un crime d'écraser un cancrelat. Alexis Carrel a eu 2 prix Nobel, un prix Nobel pour la suture des vaisseaux. Il l'a mérité. Il aurait mérité un autre prix Nobel pour avoir inventé la culture des tissus, où les Marseillais, à cette époque-là, étaient excellents et qui ont joué un grand rôle dans la recherche médicale. Donc il a eu un prix Nobel, il en aurait mérité 2, et j'ai trouvé dans L'homme saint inconnu, 1937 ou 6, L'homme saint inconnu, j'ai trouvé une page clairement où Alexis Carrel demandait à Pétain de
mettre au point des chambres à gaz pour éliminer les épileptiques, les malades mentaux et ceux qui troublent l'ordre public. Le même qui aurait mérité 2 prix Nobel, il ne les a pas volés. Eh bien, le même aurait mérité un procès. D'ailleurs, à Lyon, maintenant, son nom a été retiré des universités et des rues parce qu'on ne peut pas glorifier un homme qui propose des chambres à gaz pour éliminer les malades mentaux et ceux qui troublent l'ordre public. Je pense que dans la salle, il y aurait des tas de gens qui ne seraient pas dans la salle. Bonsoir tout le monde, je vais être moins bavard que vous. Je voudrais parler d'une expérience que nous avons vécue avec mon épouse en 2015. C'était organisé ici au Musée d'Histoire, une manifestation qui s'appelait Keep Me in Mind. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle était organisée par une journaliste allemande, excusez-moi, qui avait découvert qu'une personne qui avait échappé à ce que vous... Ne bougez pas votre micro. C'est pas facile de parler sans les mains, vous savez. Donc, cette personne avait lu dans un journal, dans un train, qu'une personne ayant échappé à ce à quoi vous avez échappé n'avait jamais pu témoigner de ce qu'elle avait vécu. Et elle s'est mise en tête de trouver des gens qui avaient vécu ça. Et elle a trouvé à Haïfa, on va dire dans un EHPAD, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où des gens ayant échappé à la Shoah s'étaient regroupés à cet endroit-là et étaient des gens qui avaient 80 ans, qui étaient des octogénaires et tout ça. Et les témoignages, elle n'arrivait pas à les faire témoigner jusqu'au jour où elle a eu l'idée de leur demander de dessiner les choses. Et c'est à partir des dessins, éventuellement, je pourrais vous faire connaître. On a témoigné de deux vies différentes. Hein. Elle a retrouvé 11 personnes ayant accepté de témoigner. Et les personnes témoignaient par des dessins, parce que le mutisme avant les empêchait de parler. Et c'est à partir des dessins que ces gens-là ont pu exprimer et raconter ce qu'ils ont vécu. Moi, c'était la vie d'une petite Polonaise qui, c'était une famille de 19 personnes. Le vendredi soir, pour Shabbat, les SS rentrent dans la maison, le grand-père est tué tout de suite et toute la famille s'égaille dans la forêt. Et pendant 2 ans et demi, la famille est assassinée au goutte à goutte, on va dire, et seulement 3 petites filles échappent à la mort. Voilà, alors je voulais témoigner de notre témoignage. Voilà. Non, merci, parce que ça permet de répondre à la question sur comment fait-on pour modifier une représentation. Voilà, si on ne peut pas le dire parce que les mots font saigner la mémoire, hein, c'est Primo Levi. Plus je parle, plus je souffre. Ce qu'on ne peut pas dire, on peut le dire sous forme de dessin, d'où l'importance des œuvres d'art. Alors, je commençais, votre question, je vous remercie, parce que je commençais à citer Christine Orban. Elle perd sa sœur, elle est très malheureuse. Et elle était très attachée, et elle a besoin d'en parler. Donc elle décide de raconter la biographie de sa sœur. Et son livre marche plutôt bien. Et beaucoup de journalistes l'interrogent. Et elle ne peut pas parler parce que le simple fait de parler fait revenir la mémoire de sa sœur. Elle pleure trop et elle ne peut pas parler aux journalistes. Et comme le livre est pas mal, il est traduit en anglais et elle est invitée en Angleterre. Elle parle un anglais pas mal, pas fluent, c'est pas une anglaise, mais suffisamment pour répondre aux journalistes, sauf que
En anglais, il faut qu'elle fasse un effort, alors qu'en français, les mots viennent tout seuls. Et elle me dit, je suis ahurie, je peux parler de la mort de ma sœur en anglais, alors que je ne peux pas en parler en français. Pour répondre à votre question, l'élaboration, le travail du dessin, merci, le travail du dessin, la poésie, le théâtre, ce qu'on sait faire, quoi, la réflexion, permet de modifier, non pas le réel, mais de modifier la représentation du réel. Et c'est votre exemple du dessin permet de répondre mieux que moi à la dame qui est au premier rang. On peut modifier la représentation du réel, comme l'a fait cette dame. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dessiné Auschwitz. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient punis de la peine de mort. Hein. Il y a beaucoup. D'abord, écrire, c'était puni de la peine de mort. Hein. Anna Novak écrivait, elle avait réussi à voler un morceau de sac en papier, elle dédoublait les morceaux de sac et elle écrivait des tout petits trucs qu'elle cachait. Si les SS avaient trouvé, elle aurait été abattue sur place. Il ne fallait pas de témoignage. Il fallait, ce qu'on disait tout à l'heure, détruire toutes les archives. Il fallait tout détruire. Ils ont détruit Auschwitz, hein, il fallait tout détruire, pas de témoignage. Eh bien, il y a des gens qui sont rentrés avec des dessins parce qu'ils ne savaient pas écrire, parce qu'ils savaient les mots les blessaient. En revanche, peut-être qu'ils s'exprimaient mieux grâce au dessin. C'est ce que font les enfants. Quand nos enfants sont malheureux, maman n'est pas là, mais un enfant a sa petite angoisse normale d'enfant. Quand il peut prendre un papier, un crayon et dessiner, au moment où il dessine, il élabore. Je dessine un cœur souvent, je vais le donner à maman quand elle va rentrer, on va s'embrasser, ça va être la fête. Donc ça, c'est une élaboration. Il ne modifie pas le réel, maman, elle n'est pas là. Il modifie la représentation du réel en faisant un dessin qu'il va donner à maman. Et il contrôle son angoisse par une œuvre d'art, par un dessin, par un film, par ce qu'on sait faire. Bon, je ne sais pas si ça va être très intéressant, mais moi je voudrais quand même arriver à comprendre comment, en ayant perdu ses parents, en ne connaissant pas leur histoire, peut-on ne pas culpabiliser? C'est-à-dire qu'on recherche toujours ce qu'ils ont vécu et ce qu'on ne saura jamais. Ça, je trouve que c'est traumatisant pour l'enfant, pour le descendant quelque part. Alors, non, votre question me plaît parce que tout à l'heure, je parlais de Monsieur 1943 et Monsieur 1945. Et je crois que quand, de toute façon, dans une fratrie, personne n'a les mêmes parents. On n'a pas la même mère. Les enfants ne sont pas portés par une femme au même moment. Même les jumeaux, parfois, n'ont pas la même mère. Quand on leur demande de raconter leur histoire, j'ai eu à entendre, il n'y a pas longtemps, un couple de jumeaux dizygotes, frères-sœurs. C'était les enfants de parents de 68 arts. Le garçon me dit, on a une enfance magnifique. Nos parents passaient leur temps à taper le carton et fumer des joints jusqu'à 5 heures du matin. Et nous, on était totalement libres. Je dormais n'importe où, j'allais à l'école quand j'y pensais. Jamais mes parents ne m'ont fait le moindre reproche. On a eu une enfance merveilleuse. La fille me dit, on a eu une enfance terrifiante. On était toujours seuls. Nos parents ne pensaient qu'à eux. On n'était jamais entourés. La fille, à l'adolescence, demande à être mise en pension où elle s'améliore tout de suite, alors que si le garçon avait été mis en pension, il aurait été mis en prison. Ils ont été portés par la même femme au même moment. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas on n'est pas des machines. Il n'y a pas une réception, une cause provoque un effet. Ça, c'est Descartes. Une cause provoque un effet. Hein. Ça marche pour les sciences dures, mais pas pour la psychologie. Hein, s'il y a des gens dans la salle qui lisent Descartes, ne lisez plus Descartes. Hein, parce que ça veut dire, c'est une convergence de causes qui provoque un effet. Alors, j'ai eu à entendre, il n'y a pas une dame de mon âge, sa mère est arrêtée à Perpignan devant 3 enfants. Trois enfants marchaient en arrière, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, et la mère est arrêtée par la Gestapo. Elle a l'intelligence de ne pas se retourner vers ses enfants pour leur demander de fuir, parce que les enfants auraient été rattrapés et arrêtés aussi.
Elle a l'intelligence de ne pas les regarder comme dans le film de Louis Malle, où son copain regarde l'enfant et désigne, sans le faire exprès, il le désigne. Et là, il y avait 3 enfants. L'enfant numéro 1, l'aîné, je les ai rencontrés tous les 3. Le numéro 1 dit « Maman n'est plus là, ma vie est finie ». Il avait 12 ans. Le deuxième, 10 ans, dit « Maman n'est plus là, à nous de prendre le relais ». Et c'est le garçon de 10 ans qui trouve la solution. On va aller chez un tel, on va manger, il va nous cacher. C'est le garçon qui prend en charge son frère aîné et sa petite sœur. Et la petite sœur, 7 ans, dit « J'en veux à ma mère de nous avoir abandonnés ». Son mari, qui était là, lui dit « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que ta mère t'a pas abandonné, puisque tu as bien vu qu'elle était arrêtée devant toi. » Et la fille, j'étais là, répond « Oui, rationnellement, j'ai bien vu qu'elle était arrêtée, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, mais psycho-affectivement, j'ai ressenti ça comme un abandon, et aujourd'hui encore, elle a mon âge, hein, et aujourd'hui encore, je ressens ça comme un abandon. Rationnellement, je sais bien que ma mère ne m'a pas abandonné. Psycho-affectivement, j'éprouve ça comme un abandon. Donc c'est contre Descartes, alors on ne peut pas faire une cause provoque un effet. Un événement est interprété par chacun d'entre nous, émotionnellement, affectivement, et chacun interprète la réalité de manière différente. Là. Est-ce que vous pensez que par l'oubli, on peut guérir de traumatisme? Est-ce que... Vous pensez que oublier, ne plus jamais en parler, ça peut faire guérir d'un traumatisme? Alors, oublier, ne plus jamais parler d'un traumatisme, c'est le refoulement. C'est-à-dire que, ou c'est même parfois dans le déni, on évite, on sait ce que c'est, mais on évite d'y penser. C'est ce que j'ai subi après la guerre, parce que la France avait besoin de se reconstruire et qu'il fallait faire taire. Il fallait faire taire les Juifs, il fallait faire taire les résistants aussi. Parce que j'en ai parlé avec Marc Ferraud, un grand nom d'historien. Marc Ferraud disait « Après la guerre, je n'osais pas parler de ma résistance parce que les attentats de résistants provoquaient des fusillades d'otages. » Et j'ai eu à accompagner une dame qui avait... C'est le mien, non? Ah bon, je me sens moins coupable. J'ai eu à accompagner une dame qui avait tué un chef de la Gestapo à Villeurbanne. Elle était très jeune quand elle avait fait ça. Elle ne se sentait pas coupable du tout d'avoir tué un chef de la Gestapo, puisque le chef de la Gestapo voulait nous tuer. Donc elle s'était défendue, elle n'était pas coupable. Mais le lendemain, dans son village, 30 otages ont été arrêtés et fusillés tout de suite. Et quand elle rentrait dans son village, elle disait « Cet enfant est orphelin à cause de moi, la moisson ne sera pas faite à cause de moi, cette femme est en deuil à cause de moi, etc. » Et elle a commencé une carrière de flagellant, d'autopunition. Elle voulait expier le crime qu'elle avait commis. Le crime, ce n'était pas d'avoir tué le chef de la Gestapo. Le crime, c'était d'avoir fait fusiller des otages. Et donc, oublier, alors le déni, c'est j'ai la mémoire, mais j'y pense pas. Je m'arrange. Ça, c'est le déni. C'est protecteur. On souffre moins, mais on n'affronte pas le problème. Et il rebondit un jour ou l'autre, surtout chez les gens âgés. Et chez les gens âgés, il a été dans la mémoire, mais il n'a pas été dans la parole. On l'a mis de côté, on l'a évité. Et les gens âgés retrouvent le trauma. Quand à la Seine, j'ai souvent entendu des gens âgés me dire « Je me remets à en souffrir comme si ça venait d'arriver ». Ça n'a pas été élaboré. Et des gens étonnés me disaient « Mais et la fille ?» Je me rappelle une discussion où la mère disait « T'entends ?» La fille dit « T'entends quoi ?» Les Allemands, ils sont dans l'escalier. Il y avait eu l'occupation italienne qui avait été très bon enfant, et il y avait donc les Italiens n'étaient pas antisémites, et puis surtout ils n'appliquaient pas tous les ordres, alors que les Allemands sont arrivés, alors eux ils appliquaient les ordres. Hein. Et cette dame âgée
disait « T'entends, les Allemands dans l'escalier ». Et la fille rationnelle disait « Mais enfin, maman, la guerre est finie depuis longtemps. La guerre était finie dans le réel, mais pas dans la représentation du réel. » Dans la mémoire, cette dame-là, qui s'était arrangée pour ne jamais en parler, s'était refoulée. Et quand la mémoire âgée change, ça ressurgissait et elle entendait les Allemands dans l'escalier. Et le trauma revenait. Donc le déni empêche d'affronter. Le refoulement, les psychanalystes nous disent qu'un jour, on ne sait pas pourquoi on réagit mal, on a des troubles de la relation, et un jour, ça revient et ça recommence à nous faire souffrir. Donc la seule solution, c'est le remaniement du réel, c'est l'élaboration. Les murs, les documents que j'ai vus au mémorial de la Shoah, voilà, ça c'est le remaniement. C'est trouver des documents pour proposer un prétexte à réflexion. C'est le contraire de l'oubli. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de remanier. Merci beaucoup. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut